Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. Alors, c'est la semaine des REER. C'est la semaine des REER. C'est la dernière semaine. Oui, je voulais t'en parler. Saison des impôts, comme on l'appelle. Plusieurs textes qui ont paru là, dans les médias ces derniers jours, évidemment, sur le sujet. Évidemment, le rapport d'impôt, là, il va falloir le préparer dans les prochaines semaines, mais il n'est pas trop tard pour en affecter le résultat. Le REER est le principal véhicule là, pour agir là-dessus. Première affaire, là, c'est toujours important de regarder. Là, à ce stade-ci, la plupart des gens devraient avoir reçu tous les documents, le T4, le B1 et autres, là, selon vos situations. De regarder c'est quoi votre revenu total. Puis de regarder quelle tranche d'imposition s'applique. Hein? Parce que potentiellement, que selon votre revenu, ça peut être plus ou moins avantageux de prendre des REER. Là. Je sais que tout le monde dit que les REER, c'est toujours bon, mais tu sais, si par exemple, vous êtes dans la tranche inférieure, là, autour de 25 000 ou 45 000 vous ne payez que 26,11 % d'impôt sur la tranche supérieure. Fait que si tu mets 1000 dans ton REER, tu vas pas recevoir 500. On est habitué de dire que tu vas recevoir 500 comme si c'était... tout le monde n'est pas à 50 %. Peu de gens sont à 50 % Mario. Même jusqu'à 110 000 on est à 41 %. Puis en bas de 106 000... Donc, si on met 1000 dans le REER, on reçoit 400. C'est ça. Et là, tu sais, à 106 495, là, je prends l'étape d'impôt de l'année passée, vous êtes à 36 %. Fait qu'on reçoit 360 $. Fait qu'en tout cas, je veux pas décourager les gens. Je dis juste, la première chose à se demander, c'est à quelle est ma tranche d'imposition. Sauf que si t'es dans le 25-30 000, là, d'après moi, t'as pas beaucoup de lousse mettre dans ton REER. T'as pas beaucoup d'argent. À 45 ou 55, à un moment donné, plus tu t'augmentes, plus... C'est juste important de savoir que c'est pas la moitié de cet argent-là que tu vas recevoir, c'est au taux marginal. Puis des fois, si t'es entre deux tranches, là, je pense aux gens qui gagnent peut-être autour de 57 000 ben en bas de 57 000, t'es à 31,11, puis au-dessus, t'es à 36,12. En tout cas, là, je vous shoot plein de chiffres, mais... Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas chercher... C'est plus payant, là, si tu passes le stade... Si t'es au-dessus, puis c'est peut-être plus payant de mettre en REER juste la portion qui t'emmène jusqu'à ta tranche, parce que si tu passes en dessous, tu vas avoir un moins grand rendement. Bref, écoute, c'était un petit pense-bête. La première règle des REER, c'est de savoir combien on a gagné puis c'est quoi notre taux marginal, parce que c'est ce qui va impacter non, le mais c'est parce que c'est drôle, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dans la discussion publique, les gens vont dire « tu sais, tu mets dans ton REER, il t'en revient à moitié. » Ben non. La règle générale, il t'en revient entre le tiers et entre 30 et 40 % là, pour la grande majorité des contribuables. Faut gagner combien pour avoir 50 %? J'ai même pas... C'est 156 000, je pense. Dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux-là. Fait que c'est quand même vraiment une très petite partie de la population. Je voulais te dire quand même, toujours possible de cotiser au fonds de travailleurs. Là. C'est pas possible de le faire à un moment dans la plupart des cas, mais puis là, c'est un peu je vais faire ma conclusion tout de suite, Mario, mais il y a beaucoup de gens qui ont peut-être pas 2000 $ ou 5000 $ là, cette semaine. Là. Fait que certains vont être tentés de l'emprunter. Bon, je suis un peu mitigé sur cette stratégie-là. Emprunter, mettre de l'argent dans son REER... Ben, si t'es capable de le rembourser en 1 mois ou 2 mois, tu sais, à petit taux, là, fine, mais c'est sûr que tu veux pas t'endetter sur 12 mois pour mettre de l'argent cette semaine. Ceci dit, Mario, si vous n'avez pas l'argent pour le faire là, c'est pas parce que vous ne pouvez pas en mettre pour 2025 que vous ne pouvez pas commencer à en mettre pour 2026. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas 2000 $ ou 5000 $, mais coudonc, pourquoi vous ne mettez pas 100 $ par paye là pour l'année fiscale qui commence, de sorte que l'an prochain, vous me rappellerez là, le 24 février 2027, vous direz merci Francis, à travers toutes mes payes, j'ai réussi à mettre 2000, 3000 $ dans mon REER. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas capable de faire la grosse cotisation cette semaine qu'il faut oublier complètement l'objectif d'épargner dans ce véhicule-là. Puis la dernière chose, bien évidemment, tout ça, c'est pour le REER, hein, Mario. Le CELI App, là, qui sont deux autres véhicules très intéressants. Ça suit vraiment l'année calendrier. Donc, si vous n'avez pas cotisé au 31 décembre, de toute façon, les droits se renouvellent à chaque année. Mais pour le CELI App, par exemple, ça ouvre, à chaque année où vous cotisez, ça ouvre la possibilité de mettre un 8 000 $. Donc, si vous ne l'avez pas fait dans l'année 2025, bien là, vous êtes dans une nouvelle année. Commencez à le faire si vous en avez la possibilité. Mais il n'y a pas d'affaire là, comme le REER de rétro-affecter l'année fiscale comme on le sait bien. On a parlé un petit peu avec Stéphane Bureau beaucoup plus tôt dans l'émission, ce scénario de Citrini, une espèce de think tank là, qui fait de la projection, de la futurologie, qui a présenté une espèce de scénario apocalyptique où l'intelligence artificielle, c'est bon, ça excite tout le monde, 2025, 2026, mais eux, ils sont rendus en 2028. Là. Ils font une espèce de simulation de 2028.
Et là, c'est la merde, la récession, le chômage, les marchés financiers, les marchés boursiers qui vont plus bien. Oui, c'est effectivement. C'est intéressant parce que c'est toujours, tu sais, on est dans l'économie au jour le jour, on vient au travail, puis tu sais, on sait pas exactement ce qui se passe parce que malheureusement, dans cette science qu'est l'économie, on regarde toujours vers l'arrière, puis avec 2, 3, 4 mois de recul. Mais c'est dur de regarder vers l'avant. Surtout quelque chose comme l'IA, c'est tellement un changement profond qu'on dirait qu'à un moment donné, tu perds de vue qu'est-ce que ça va te donner. Que ça crée du chômage, là, ça se tient. Là. Ben, ça se tient. Donc là, ils ont fait un scénario. Ils le disent eux-mêmes, ce n'est pas une prévision ni même une projection. C'est comme qu'arriverait-il si? Et donc, essentiellement, comme tu l'as bien dit, ben, dans leur scénario, l'intelligence artificielle, comme c'est un petit peu en train de se faire, remplace graduellement, oui, des tâches, mais de plus en plus carrément des travailleurs, là, surtout des cols blancs. Et ça, c'est intéressant parce que, tu sais, on a beaucoup pensé dans l'économie que les cols blancs étaient toujours, tu sais, protégés là, contre ça, en fait, plus que les cols bleus, là, les récessions, les variations, etc. Alors que là, l'IA, ça s'attaque directement à la fonction, tu sais, intellectuelle, les avocats, les comptables, les programmeurs, les gens qui travaillent à l'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est des tâches que fait un ordinateur et donc qui peut être ultimement remplacé par cette IA-là. Et donc, les cols blancs, entre guillemets, le problème, Mario, c'est que c'est souvent des gens qui gagnent bien leur vie. C'est des gens qui ont souvent donc des qui prêts... Qui dépensent, qui ont des prêts à la banque, hein, avec des grosses maisons. Fait que là, soudainement, si tout ce monde-là perd leur emploi, ben, ils peuvent plus assurer leur prêt hypothécaire. Ils arrêtent de dépenser. Ça fait aussi en sorte qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur des technologies. Là, on sait que l'IA affecte beaucoup le secteur du logiciel. Des entreprises qui vont très mal. Il y en a vu IBM hier, là, qui a perdu 14% dans la journée à cause de l'IA. Mais dans certains cas, je lis d'autres experts qui disent, mettons, c'est complètement débile. Mettons que Adobe, là, le logiciel Acrobat et autres, sa valeur boursière qui s'effondre depuis un an, de semaines, parce qu'on... Puis leurs profits augmentent, ils ont intégré l'IA dans leurs outils, leurs profits augmentent, mais il y a des gens qui ont l'impression que l'IA va tout remplacer, mais peut-être que oui, peut-être pas non plus, peut-être qu'on capote. La seule chose qui est intéressante pour moi, puis encore une fois, c'est vraiment un scénario un peu apocalyptique, mais c'est cette idée que l'IA entraînerait comme une spirale dans laquelle les gens qui gagnent bien leur vie sont plus capables de payer leur hypothèque, sont plus capables de consommer, ce qui fait qu'ultimement, tout ça tourne au ralenti, mais en même temps, paradoxalement, les chiffres du PIB vont bien. Il y a certaines entreprises, là, on les connaît, là, les 7 magnifiques, qui font des profits records. Et donc, on a comme paradoxalement une impression que... Puis le mot qui ressort de cette étude-là, c'est du PIB fantôme. En fait, Ghost GDP, là, et j'adore cette expression-là. C'est cette idée qu'on peut montrer des chiffres de PIB qui sont absolument extraordinaires parce qu'on crée plein de richesses, mais tout le monde crève de faim, puis tout le monde perd son emploi. Dans leur scénario, aux États-Unis, il y aurait comme 10-11% de chômage, c'est ce qui s'est pas vu depuis très longtemps. Bref, c'est un scénario intéressant. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a assez de gens qui ont lu ça, que semble-t-il que ça a fait tomber la bourse. C'est pas la seule affaire, il y a les tarifs de Trump. Ça a contribué. Là, le mood, entre guillemets, hier, Mario était un peu pessimiste à cause de ça. Puis là, évidemment, beaucoup d'autres, ils sont allés de leur interprétation, de leur contre-scénario. Mais Citrini affirme avoir passé plus de 100 heures à développer ce scénario. Donc, tu sais, je veux bien qu'il y a des blogueurs hier qui trouvaient des petites failles, mais ils ont très bien fait leur travail. Puis honnêtement, juste pour les fins de l'imagination, puis un peu de la science-fiction, comme j'aime bien moi personnellement, c'est vraiment un texte intéressant à lire. Pour l'instant, disponible surtout en anglais, mais peut-être que je vais m'essayer à une petite traduction là, aujourd'hui pour la republier en ligne. Merci, Francis.